Bonjour, merci pour votre invitation. Et je vais essayer de répondre à la question qui m'est posée. Cette question, c'est une question qui est débattue depuis très longtemps. Peut-on rééduquer la dystonie cervicale? Et on peut voir que dès les premiers écrits sur le sujet, au 19e siècle et début du 20e siècle, qu'il s'agisse de Charcot qui disait qu'il fallait prendre le mouvement inverse, ou bien de ceux qui utilisaient l'électrostimulation, l'électrisation comme Duchesne de Boulogne, montrait qu'il tentait de corriger ce test. Et en particulier, un neurologue est à citer, c'est Brissot, même s'il avait une idée un peu fausse de la dystonie cervicale, puisqu'il appelait ça le torticolis mental. Il pensait que c'était un défaut de volonté. Il disait le malade a la volonté de contrôler ses mains quand celui-ci tenait sa tête, mais n'a pas la volonté de contrôler sa tête. Et il a développé toute une rééducation sur le comportement qui a été utilisée jusqu'au milieu du XXe siècle. Et c'est dans les années 70 qu'est apparue une idée assez moderne, portée par les behavioristes, et qui a été l'utilisation du biofeedback, et dans sa forme myofeedback, avec un myofeedback positif pour stimuler, ou au contraire un biofeedback négatif pour essayer d'obtenir le relâchement. Les résultats qui ont été obtenus avec le biofeedback à l'époque ont été tout à fait intéressants, et surtout ils ont ouvert une voie, ils ont montré que le patient pouvait agir volontairement sur sa dystonie, et donc ça ouvrait la voie de la rééducation motrice. Dans les années 80, après les travaux de David Marden, l'organicité a été strictement montrée, et donc on arrive à une définition de la dystonie cervicale comme étant un trouble de la posture et du mouvement qui est soit maintenu, soit intermittent, et qui peut être associé à des tremblements. Et donc on va avoir des objectifs de rééducation, c'est modifier ou corriger la posture et essayer de retrouver un mouvement plus juste dans le déplacement de la tête dans l'espace. Alors, avec cette confirmation de l'organicité, le traitement avec la toxine botulique est apparu. Et donc, quelle était donc la place de la rééducation à ce moment-là? Elle était faite d'une façon assez simple, je dirais un peu binaire. Hein. Si on regarde un patient, on voit qu'il y a un torticolis ou dystonie cervicale gauche, il y a une hyperactivité, là, ce qui est visible de son sternocléidomastoïdien droit, et une faiblesse, une inactivation fonctionnelle de son sternocléidomastoïdien gauche. Et donc, on s'est dit là, le traitement est simple, on injecte les muscles hyperactifs avec la toxine botulique, et puis on essaye de redonner de l'activation contrôlée des muscles antidystoniques. Et ça donnait des traitements qui étaient relativement simples, qui constituaient, par exemple, chez quelqu'un qui n'arrivait pas à contrôler son sternocléidomastoïdien droit, qui avait une déficience de ce muscle, c'est de trouver des moyens facilitateurs, comme lever les bras, et qui ont un effet de relâchement des muscles dystoniques, et puis d'apprendre à tourner la tête du côté opposé, et puis ensuite de contrôler, soit visuellement dans le miroir, soit par la palpation, la présence de la contraction de ce muscle pour pouvoir la réactiver et se l'approprier tout au long de la journée. Et ça a amené donc à la création d'ordonnanciers d'exercices de rééducation simple. Et c'était pas totalement idiot, parce que si on regardait ce qui se passe chez un patient de novo qui n'a pas été injecté, qui a un torticolis spasmodique gauche, si on met un capteur inertiel au niveau du front, alors je vais essayer de montrer avec... Ici, vous avez, donc, il a un torticolis spasmodique gauche. La courbe bleue, ici, c'est la rotation. 0, c'est la midline. En négatif, c'est la gauche.
en positif, c'est la droite. Donc, on demande à ce patient de tourner la tête sur la gauche, sur la droite. Vous voyez qu'il n'y arrive pas. Sur la gauche, sur la droite, il n'y arrive pas. Sur la gauche, sur la droite, il n'y arrive pas. Bon, on va le laisser s'entraîner à tourner sa tête tout seul, mais après lui avoir montré comment tourner la tête, il s'entraîne, il répète ce mouvement, et le mouvement va répéter, va lui permettre de passer la tête partiellement, mais déjà de façon évidente du côté opposé, et donc en répétant, il va pouvoir améliorer les choses. Et donc ce type de rééducation donc était dans les années début des années 2000 était tout à fait validé, donc l'association toxine botulique physiothérapie faisait partie du couple thérapeutique à mettre en place. Le biofeedback qui maintenant est de moins en moins utilisé, et en tout cas jamais de façon isolée, était encore relativement efficace quand on regardait cette forme de dystonie. Mais comme ça a été présenté préalablement, Ray Schell, qui était un neurologue ou médecin de rééducation, j'ai un doute, allemand, mais allemand de l'Est, donc qui était russophone, avait travaillé de son côté sur les dystonies cervicales, et il a expliqué, comme ça a été dit tout à l'heure, le concept COLCAP, donc l'utilisation de la biomécanique, en fait, on connaissait depuis longtemps, depuis Kapanji, le rachis cervical haut, le rachis cervical bas, mais lui, il a pu l'introduire dans la dystonie cervicale, et donc la dystonie cervicale est passée de 4 catégories de dystonie à 11 catégories de dystonie, même si elles sont un petit peu théoriques, et donc ça modifie un peu les choses. Et si on regarde ce qui se passe, il y a des points qui sont tout à fait importants. Ça, c'est tiré d'une étude, d'une étude là, qui a été publiée il n'y a pas très longtemps. C'est en utilisant un cone beam, donc ça permet de faire, c'est un scanner en fait qui est utilisé par les stomatos, et donc si on descend le cone beam qui normalement fait une étude au niveau dentaire, là vous le descendez au niveau cervical, et vous regardez donc, vous avez l'occipital, vous avez C1, vous avez C2, C3, C4, et là vous avez un sujet sain, donc avec cet alignement ici, et là vous avez un sujet qui présente un torticolis droit, donc si on va avoir l'occipital, la tête de face, on va avoir une rotation, et cette rotation, elle prédomine, vous voyez, de façon tout à fait importante entre C1 et C2, même si ça tourne un petit peu en dessous. Et si on regarde ce qui se passe, et donc on avait regardé chez 10 patients versus 10 sujets contrôle, et donc on voit que dans les mouvements de face ainsi que dans les rotations droite et gauche, c'est la partie C1, C2 et C2, C3 qui sont mobiles, et la mobilité en dessous est tout à fait limitée. Et donc, il y a un point qui est important, c'est cette vertèbre C2 qu'on retrouve ici, et qui va en fait séparer deux groupes musculaires. Le groupe musculaire supérieur, les sous-occipitaux. Alors pour les injecteurs, il y a l'OCI qui est tout à fait important, mais pour les rééducateurs, ça va être tout à fait important de voir qu'on peut en fait tourner la tête et déplacer la tête dans l'espace simplement sur ce mât cervical qui va de C3 à D1, et donc on a l'orientation de tous les récepteurs visuels, auditifs et autres, qui sont orientés par cette partie haute. Et donc vous observez qu'il y a 3 types de muscles: des muscles sous-occipitaux qui vont nous permettre de dire oui, non, coup-ci, coup-ça, et des muscles qui sont cervicaux, donc qui vont plutôt donner un peu de mobilité à la partie inférieure et stabiliser, et puis des muscles qui vont passer en pont, qui vont être cervicaux, occipitaux. Et donc
Si on tourne la tête, par exemple, on sait que l'OCI est le starter de la rotation, puis ensuite il est suivi par le splénius homolatéral et le sternocléido-mastoïdien contralatéral. Alors ça a des conséquences, cette description ont des conséquences tout à fait importantes dans la prise en charge rééducative, parce qu'on va se trouver devant des situations où on a des situations inverses, comme dans le lateral shift, le glissement latéral, comme ça a été présenté tout à l'heure. On va avoir la partie cervicale qui part d'un côté et la partie céphalique qui va partir de l'autre côté. Et il va falloir, c'est pas facile à injecter parce qu'il faut à la fois corriger d'un côté et de l'autre. Et alors qu'en rééducation, on va pouvoir apprendre aux patients à travailler sur ces muscles antidystoniques en faisant des glissements, par exemple, comme pour aller écouter au loin, il va faire un mouvement de translation et réactiver ainsi ces muscles antidystoniques. On va se trouver dans la même situation pour le shift antérieur. Là, vous avez une patiente, quand elle veut tourner la tête vers la gauche, elle va avoir un glissement progressif de la tête vers l'avant, c'est-à-dire que sa partie antérieure du cou n'est pas stabilisée et elle est obligée d'avancer le menton pour pouvoir tourner la tête vers la gauche. Donc, si on écoute à juste titre les bons conseils de Marie-Hélène Marion, qui est une neurologue injecteur en Angleterre, et qui nous rappelle que dans cette situation, il va falloir injecter les muscles postérieurs, on est quand même embêté parce que la tête, c'est un levier de premier genre. Et donc, si vous injectez les muscles postérieurs alors que pour corriger le shift, vous allez augmenter la difficulté de contrôle de la tête en extension. Et donc, si vous ne mettez pas en même temps une rééducation qui consiste à réactiver les muscles qui diminuent la lordose, que sont les muscles prévertébraux comme le longus colli, longus capitis, eh bien, vous allez avoir des difficultés. Le patient va avoir la tête qui va avoir tendance à tomber vers l'avant. Donc, on a besoin de cette injection, mais on va avoir besoin que le patient fasse cet exercice de double menton, de renforcement des muscles prévertébraux pour obtenir le meilleur résultat. Autre élément que nous montre cette vision Colcap, c'est l'intérêt de pouvoir utiliser la partie haute du rachis cervical. Par exemple, si on voit cette patiente qui a du mal à tourner la tête à gauche, à droite, pas de problème. À gauche, vous voyez, ça bloque. Si j'utilise la rapidité du mouvement, donc stimuler la partie haute du rachis cervical, c'est-à-dire C1, C2 par des mouvements qui sont très simples de rotation, comme dire non de la tête, je vais augmenter l'amplitude de façon tout à fait importante et après je vais pouvoir transmettre cette amplitude de la partie haute vers la partie basse avec comme objectif d'essayer de ralentir ensuite le mouvement pour retrouver une utilisation plus utile, plus naturelle de la tête. On se trouve, en fait, on part de mouvements balistiques parce que le mouvement balistique, on envoie juste l'ordre de rotation et il n'y a pas de contrôle postural, tandis que sur un mouvement lent, il y a un ajustement postural permanent avec le mouvement. Et là, la dystonie cervicale, c'est plus qu'un mouvement, c'est pas tout à fait un mouvement normal, c'est plus un mouvement postural. Et donc, c'est cette posture qui accompagne le mouvement volontaire, cette adaptation permanente qui est perturbée. Et en passant par les mouvements balistiques, vous arrivez à diminuer le patient et diminuer les difficultés du patient. Et suivant la forme de dystonie, vous allez pouvoir travailler sur stimuler et corriger les latérocolies par des inclinaisons rapides, ou bien vous allez pouvoir stimuler corriger par exemple un rétrocolie par
des mouvements oui dans le plan sagittal et que vous accélérez et puis que vous ralentissez pour maîtriser. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, ça nous permet de regarder, ce concept ColdCap nous permet de regarder les patients différemment et de ne pas regarder uniquement le mouvement principal, le mouvement primaire. Si vous demandez une rotation, vous regardez la rotation, mais il faut regarder en fait dans les deux autres plans de l'espace. On va regarder ce jeune patient qui a un torticolis. Quand je dis torticolis, ça veut toujours dire rotatoire, hein, un torticolis rotatoire droit, donc dystonie cervicale en rotation. Si je lui demande de tourner la tête à gauche, vous voyez le chemin que prend sa tête pour aller vers la gauche. Donc, si on regarde, on va dire oui, il a des difficultés pour tourner à gauche, mais en fait, il y a un mouvement qui se produit, il ne peut tourner la tête qu'avec des flexions. Alors, on peut se dire, est-ce qu'il est dystonique? Est-ce qu'il y a une flexion? Est-ce qu'il y a une dystonie en flexion? Alors, c'est pas sûr, parce que quand il revient de l'autre côté, il a un mouvement qui est plus naturel. Donc, il y a sûrement un déficit de contrôle des extenseurs. Et donc, quand vous allez stimuler la rotation, exercer la rotation, il va falloir la faire en tenant compte des extenseurs. Chez cette patiente, vous allez voir, qui a un discret torticolis droit, mais des difficultés pour tourner à gauche. Donc à droite, pas de problème. Et hop, à gauche, elle ne peut passer qu'en extension. Et si on regarde la force de ces fléchisseurs, il y a une inhibition qui est liée à la dystonie. J'ai laissé des images fixes. Mais quand on regarde et qu'on analyse la force des fléchisseurs, elle a un testing qui est en dessous de 3. Et donc, il ne s'agit pas seulement d'injecter pour affaiblir, mais il faut aussi réactiver les muscles correcteurs pour qu'il y ait un équilibre qui se produise entre fléchisseur et extenseur. Donc il faut savoir regarder ces mouvements couplés. Voilà par exemple un sujet sain. Si je mets un capteur inertiel, là je demande de la flexion extension, de la rotation, pardon. Si je demande de la rotation gauche, rotation droite, la ligne médiane est ici. Vous n'avez pas de mouvement couplé chez le sujet sain. Chez ce patient, il ne peut tourner. En fait, quand il veut aller du côté opposé, quand il tourne à droite, il incline à gauche en même temps. Vous avez un mouvement couplé qui est tout à fait important, et vous pouvez par exemple avoir une idée de la sévérité des mouvements couplés en faisant un rapport simple, mouvement couplé sur mouvement principal multiplié par 100, et ça vous donnera un indice que vous pourrez voir réduire. Et donc, si ce patient, quand il tourne, il incline, en fait, il va falloir orienter la rééducation, non pas sur la recherche de la rotation, de la correction de l'inclinaison, mais de lui apprendre à porter le menton vers le côté opposé. Et donc, on peut dire presque que le mouvement couplé, c'est la signature de la dystonie. On va le retrouver chez ce patient qui a un antécolis, on va le retrouver bien sûr dans le mouvement sagittal. Là, en rouge, ce sont les flexions, extension en négatif, ici en positif, c'est côté flexion. Et donc, on va voir que quand il fait un mouvement dans le plan frontal, on a toujours de la flexion. Quand il fait des rotations, on a toujours de la flexion. Donc, on a le mouvement couplé qui va nous donner une idée de ce qu'est la dystonie et quelle est sa signature. Alors, cette idée de ColdCap, si on regarde un peu la littérature, qu'elle nous dit, c'est que quand même, il y a quelque chose qui nous manque, parce que chaque fois, dans toutes les
dans toutes les conclusions des articles sur le sujet, on dit oui, mais il faudra une approche holistique, une physiothérapie multimodale. D'autres disent, ah, mais alors, et la perception sensorimotrice, qu'est-ce qu'elle devient? Et donc, c'est vrai qu'il nous manque quelque chose, et je crois que le modèle qui est apporté par Shaikh là et qui fait qu'il existerait, c'est un modèle, mais on peut le prendre pour, en tout cas en rééducation, il nous est utile, c'est de dire on peut avoir comme un intégrateur qui recevrait des informations du cervelet, de la vision, de la proprioception. Et donc, s'il reçoit des informations qui sont erronées, il va obligatoirement envoyer des mouvements qui sont de mauvaise qualité. Alors, on va regarder chacun de ces feedbacks. Hein. Donc, l'idée que les feedbacks sont essentiels dans la compréhension et dans l'aide qu'on peut apporter aux patients deviennent un élément clé. Et alors, c'est pas nouveau. Hein. On sait depuis, les historiens nous ont montré déjà que la vision, hein, que les atteintes périphériques visuelles de l'oculomotricité pouvaient entraîner des déformations de la tête. Et on connaît Alexandre le Conquérant, qui avait probablement une paralysie du 4, qui avait la tête sur le côté. Ça l'a pas empêché d'aller presque conquérir le tour de la Méditerranée et d'aller jusqu'aux Indes. Mais donc, ça montre que la vision peut être un élément négatif ou voire un élément positif pour le rééducateur. Et là, un exemple d'un élément négatif, c'est pas un cas fréquent, mais c'est un patient qui a une dystonie cervicale qui n'apparaît qu'à l'écriture. Et s'il écrit, hop, la tête s'en va sur le côté. Si je le fais écrire les yeux fermés, la tête reste dans l'axe. Donc la vision vient perturber sa motricité, est à l'origine de sa dystonie. Alors le constater, alors vous voyez à la fin il ouvre les yeux et de nouveau la tête part. Donc les yeux fermés, il contrôle, les yeux ouverts, la tête s'en va. On ne peut pas écrire les yeux fermés, il fallait trouver une solution. Donc l'idée a été de lui mettre des prismes et donc d'essayer en modifiant l'information visuelle, donc en ramenant l'image de ce qu'il voyait de la page d'écriture vers le côté gauche avec des prismes de Fresnel, eh bien il maintenait sa tête dans le bon sens. Donc la vision, elle peut être négative, mais elle peut être aussi positive. On connaît bien tous ces réflexes oculocéphalogyres, et donc l'attraction visuelle va entraîner l'attraction de la tête et on va pouvoir contrôler ainsi le déplacement de la tête dans l'espace en suivant une cible, la cible du doigt, le doigt du thérapeute ou le doigt du patient lui-même pour corriger. Et donc on peut voir par exemple chez cette patiente qui a une dystonie cervicale droite, quand elle écrit, elle, les yeux ouverts, elle a sa dystonie cervicale qui est marquée, mais présente, mais pas importante. Dès qu'elle ferme les yeux, hop, la tête s'en va. Donc là, on s'aperçoit que la vision l'aide, et en fait, ce qui est perturbé chez elle, c'est la proprioception. Donc il va falloir travailler. J'ai essayé les prismes chez elle, ça corrigeait, mais ça reste une orthèse, et donc c'est probablement pas là le point clé. Le point clé à retenir, c'est donc l'aide visuelle. Et donc, elle a un trouble, elle présente un trouble proprioceptif. Donc, il faut analyser la proprioception chez les patients qui ont des dystonies cervicales. Et ce patient qui a la tête tout à fait bien placée quand il a les yeux ouverts, dès qu'il ferme les yeux, en quelques secondes, la tête s'en va vers la droite. Et donc, on a montré que dans la proprioception, c'est pas
un trouble proprioceptif allocentré, mais c'est un trouble proprioceptif égocentré. Un patient dystonique qui fait des photos, il va faire des photos tout à fait bien corrigées, bien cadrées, mais c'est la perception qu'il a de son propre corps. Donc, utiliser des systèmes visuels où on regarde des pointeurs, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'en fait, on est dans la zone qui n'est pas perturbée. Il faut aller essayer de trouver des éléments plus internes. Alors, ça, c'est une étude là qu'on a publiée là, il n'y a pas très longtemps. Et donc, ça se traduit, on peut regarder, par exemple, un patient qui regarde une cible et on lui demande de faire des mouvements de rotation, les yeux fermés, et là, il part les yeux ouverts, et puis il ferme les yeux, on lui demande des mouvements de rotation, on lui dit remettez-vous comme vous étiez, et hop, vous allez voir qu'il se replace dans sa position dystonique. Et donc, en fait, ce trouble proprioceptif, il va être une clé, et ça peut être aussi, ça peut expliquer des fois les échecs de la toxine botulique, parce qu'en fait, le patient, pour lui, être droit, c'est être en dystonie. Et donc, on peut injecter les muscles, son cerveau lui dit tu n'es pas droit, il faut te remettre dans la position dystonique. Et donc, on peut multiplier les exemples. Là, dans le cas d'une flexion-extension, hop, le patient se retrouve en flexion. Donc, il faut trouver des systèmes pour les aider. Et donc, le seul système qui est connu, en partant de la pathologie, et qu'on a pu montrer avec l'IRMF, que les patients dystoniques, ils ont souvent tendance à toucher leur tête, leur nez, et ça les aide à corriger la tête. En fait, ils utilisent ce qu'on appelle l'effet haptique, c'est-à-dire la supplémentation extéroceptive pour redonner une information proprioceptive. Et donc, on peut apprendre aux patients, les yeux fermés, à se replacer et donc à rééquilibrer et donc à réétalonner en fait la verticale fonctionnelle. Autre point, ça c'est un travail qu'on a fait avec Pavel Lindberg avec toute son équipe. Et on a pu montrer aussi que les patients, présentent un trouble dans l'ajustement de l'effort et que ce trouble, là c'est un patient qui a un capteur et il doit ajuster avec sa tête en extension, il doit ajuster un curseur sur une cible qui apparaît, une fois les yeux ouverts, une fois les yeux fermés, une fois les yeux ouverts, une fois les yeux fermés. Et donc les contrôles, yeux ouverts, yeux fermés, ils ajustent à chaque fois. Et les patients, eh bien, ils surestiment ou sous-estiment. Alors on peut regarder que l'influence du type de dystonie, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, on se rend compte que le patient, les yeux fermés, n'est plus capable d'ajuster, n'est plus capable de contrôler la force, mais pas n'importe quelle force, c'est les forces musculaires avec un tout petit degré de force, parce que si c'est des contractions musculaires, une MVC à 5% qui était perturbée par celle à 20%. Donc il faut leur apprendre à contrôler la gestion du mouvement avec des petites forces, lutter contre des petites forces, reconnaître des petites forces pour petit à petit arriver à ajuster leur tête. Et si on regarde donc la littérature, là les équipes de Boston et suédoises ont classé toutes les rééducations par grand thème. Et elles ont montré que ce qui paraissait le plus utile pour les patients, c'est la pratique intensive du mouvement et la neuromodulation combinée à l'entraînement moteur. Alors là, ça, c'est tout à fait intéressant, notamment pour l'implication du cervelet. Le cervelet, dès que les patients ont des formes dites mobiles, on est un peu perdu parce qu'on n'a pas beaucoup d'outils. Probablement que la répétition de co-contraction, de maintien postural permet au patient de contrôler sa posture.
Et puis la répétition du geste, cette dame qui a un an, là, elle travaille volontairement, elle contrôle sa tête, alors que dès qu'elle s'arrête, elle a des secousses cloniques en flexion. Ça, c'était tiré au cours d'une séance de TP. Et donc, par la répétition du geste, on arrive à lisser le mouvement. Alors, un autre élément... oui, ça c'est juste un autre exemple d'une patiente qui a un mouvement avec une dystonie mobile. Quand elle tourne à droite, à gauche, pardon, quand elle tourne à gauche, c'est lisse. Quand elle tourne à droite, vous voyez, hop, elle a les secousses cloniques. Tourner à droite, c'est lisse. Secousse clonique. Elle s'entraîne pendant 20 minutes à tourner la tête tranquillement, mais régulièrement, et elle arrive par la répétition à lisser son mouvement. Donc on arrive à avoir une action sur le mouvement involontaire. Autre élément qui était proposé par l'équipe américaine, c'était d'utiliser d'associer des moyens qui viennent jouer sur la plasticité. Et donc là, c'est un pilote. On peut discuter de la qualité méthodologique, là, parce que c'est qu'un pilote, mais qu'on a fait avec l'équipe de Nantes, Jean-Paul Nguyen en particulier, c'est d'associer la TDCS au training chez des patients pour lesquels la toxine botulique n'avait pas montré un effet satisfaisant, et on a pu montrer sur un petit groupe, 5 patients, puisque c'était un pilote, mais qu'on avait modifié de façon significative le mouvement en utilisant la twister comme évaluateur. Dernier point, j'arrive à la conclusion. Dernier point, c'est la perception de l'image du corps que les patients ont. On peut avoir, par exemple, ce patient qui avait une dystonie cervicale avec l'atérocolie et qui s'est retrouvé dans cette position. Et pour lui, il était très mécontent parce qu'il avait l'impression qu'il n'était pas corrigé, il n'avait pas en fait réactualisé ici et maintenant son image corporelle. Et ça a déjà été montré, notamment par Daniel Truong, chez les enfants. Un enfant qui avait une dystonie de la main et de la jambe, il dessinait son frère, sa mère, Peter Pan, son personnage favori, avec une dystonie, et un arbre qui était tout à fait symétrique. Ils ont laissant sous-entendre qu'il y a une image du corps qui pourrait être perturbée chez un certain nombre de patients. Et donc, il y aurait probablement une perturbation du sens de l'agentivité, c'est-à-dire, ça c'est un travail qui va être fait par Emmanuel Flamand-Rose, mais qui aurait une distorsion, une discordance entre le patient, en fait, il n'a pas l'impression que le mouvement vient de lui, c'est quelque chose de l'extérieur sur lequel il n'a pas prise. Il faut arriver à réorganiser cette sensation que c'est lui-même, c'est son mouvement qui est en cause. Voilà, pour finir, les derniers points sur lesquels s'oriente la rééducation, c'est l'ETP, et ça, donc, c'est un travail qu'on fait avec la salpêtrière. Et donc, non seulement on fait de la rééducation, mais il y a tout ce qui est l'estime de soi, apprendre à se détendre, vivre avec la dystonie, pour justement que le patient puisse se retrouver cette perception de lui-même et ce bien-être de lui-même. Et puis, se développe de plus en plus les banques d'exercices. Il y a celle de Dystonia Europe et celle de Brain Team, l'organisation des mouvements rares, qui est en gestation. Voilà. Et donc, pour répondre à la question initiale, il semble que la rééducation est un effet en association avec la toxine botulique, à condition de prendre en compte les caractéristiques biomécaniques, intégrer les feedbacks et développer la perception de soi.